Proche-Orient, les visages de la guerre. Benyamin Netanyahou, l'homme au cœur de la tempête. Élu Premier ministre en 1996, Benyamin Netanyahou s'affirme rapidement comme un leader intransigeant, opposé à des concessions territoriales, notamment opposé aux accords d'Oslo. Son premier mandat est marqué par des tensions constantes avec les Palestiniens et par des désaccords internes qui mènent à sa défaite aux élections de 1999. Épisode 3, Benyamin Netanyahou, le roi d'Israël entre guerre et paix. Benjamin Netanyahou a donc perdu les élections. De 1999 à 2002, il a travaillé pour des affaires privées. Il faut dire que son successeur au gouvernement, à la tête du gouvernement, était Ehud Barak, le travailliste, qui d'ailleurs fait des concessions aux colons, leur fait de grandes promesses. Netanyahou est dans l'ombre, donne des conférences notamment aux États-Unis. Ehud Barak se lance dans des négociations avec les Palestiniens qui échouent. En juillet 2000, Ehud Barak, le Premier ministre, rejoint Yasser Arafat à Camp David, sous la houlette du président Bill Clinton, pour un sommet au cours duquel devaient être négociés tous les éléments de la paix entre Israël et les Palestiniens. C'est l'échec. À la sortie de ce sommet, Ehud Barak affirme que Israël n'a pas de partenaire en la personne de Yasser Arafat. Évidemment, c'est un gros problème pour la gauche israélienne que Barak, quand même, est censé représenter. Fin septembre, éclatent des grandes manifestations en Cisjordanie, Gaza et à Jérusalem-Est, au lendemain de la visite de Ariel Sharon, le chef du Likoud à l'époque, sur l'esplanade des Saintes Mosquées. Le lendemain, après la prière, la police israélienne a ouvert le feu sur les fidèles. C'est l'embrasement, c'est le début de la seconde intifada, l'intifada Al-Aqsa, avec très vite d'abord des combats. Le Fatah prend les armes, il y a des accrochages armés entre l'armée israélienne et les groupes du Fatah. On n'a pas encore les grands attentats suicides. Ehud Barak n'a pas le choix. Début 2001, il perd les élections. Ariel Sharon est élu. Et c'est un nouveau chapitre qui commence dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Ariel Sharon n'a aucune intention de conclure un accord sur un État palestinien avec Yasser Arafat, qu'il considère comme un terroriste. Il combat l'intifada, la répression est assez violente. Il permet à Benjamin Netanyahou de retrouver un poste au gouvernement, d'abord en qualité de ministre des Affaires étrangères. Encore une fois, Ariel Sharon pense que c'est un bon représentant à l'étranger avec son excellent anglais. Et puis par la suite, Benjamin Netanyahou aura un autre poste ministériel dans le gouvernement d'Ariel Sharon. 2003, Ariel Sharon lance une idée un peu surprenante pour tout le monde. Il a l'intention d'évacuer les colonies israéliennes de Gaza. Se pose la question, à quoi ça sert ? D'abord, renoncer à des colonies, toute la droite nationaliste et religieuse est contre. Maintenant, son idée, l'idée de Sharon, est en fait de finir par laisser Gaza au Hamas, aux intégristes islamiques, ce qui permet d'empêcher la création d'un État palestinien. Les principaux ennemis au sein du mouvement palestinien des intégristes, eh bien c'est l'OLP, c'est Mahmoud Abbas qui a succédé à Yasser Arafat, et entame une nouvelle période où maintenant Israël lance cette stratégie par Ariel Sharon de couper en deux le mouvement palestinien. Il y a Gaza sous un contrôle du Hamas et la Cisjordanie, l'autonomie autonome, de plus en plus affaiblie par la politique d'Ariel Sharon. Le grand public israélien
était en faveur du retrait des colonies de Gaza, d'abord parce qu'il s'agissait simplement de 7 à 8 000 colons dans une vingtaine de localités, dans un secteur où on trouve 2 100 000 Palestiniens avec la plus haute densité de population au monde. C'est un coût énorme, également humain pour l'État d'Israël. Il faut garder ces 8 000 colons. Simplement emmener des enfants d'une colonie au dentiste à Tel Aviv ou ailleurs, il faut presque un hélicoptère. Donc le public israélien était pour le retrait de Gaza. Et les dizaines de milliers de colons et leur soutien n'ont jamais réussi à dépasser un nombre très important de manifestants. Il y a eu des petits groupes qui ont tenté de s'y opposer par la force. Il y a eu des appels de la part de certains rabbins nationalistes religieux aux militaires religieux pour qu'ils refusent de participer au retrait. Ils n'ont pas été entendus. Donc ça a été un véritable succès pour Ariel Sharon. Le public de droite, d'extrême droite, n'a pas réussi à empêcher l'évacuation qui s'est terminée donc en 2005. En 2006, Ariel Sharon a fait un AVC, un grave accident vasculaire cérébral. Il est tombé dans le coma dont il ne s'est pas réveillé. Et il a été succédé par son numéro 2 qui était Ehud Olmert. Ehud Olmert a poursuivi donc la politique de Sharon. Et 2006, il y a des accrochages entre le Hamas et Israël à la frontière. Et pour la première fois, du sud Liban, le chef Nasrallah, le chef du Hezbollah, lance une attaque contre une patrouille israélienne en signe de soutien avec le Hamas à Gaza. Les deux mouvements intégristes se soutiennent l'un l'autre. Les chiites libanais, la milice Hezbollah du chef Nasrallah s'est engagée toujours, sous la houlette d'ailleurs des Iraniens, à soutenir le Hamas à Gaza. Et on a la seconde guerre entre Israël et le Liban, qui se terminera par 1200 morts libanais, des centaines de morts israéliens. Ça durera près de 50 jours, et cela scellera la fin de la carrière de Ehud Olmert à la tête du gouvernement. En 2009, Benjamin Netanyahou parvient à revenir au pouvoir. Il est à la tête du Likoud. Il parvient à former une coalition gouvernementale de droite. Et sachant d'abord que la communauté internationale, l'Europe et les États-Unis soutiennent l'autorité palestinienne, lui est absolument contre. Ensuite, dès 2011, Netanyahou commence à mettre en place des mesures, des décrets, des lois contre la gauche israélienne, contre les ONG de défense des droits de l'homme, de défense des Palestiniens, qui le gênent énormément. Et puis aussi, c'est là, et là le Mossad, les gens du Mossad ont commencé à parler au cours des derniers mois. Dès 2012, Benjamin Netanyahou interdit au département du Mossad qui lutte contre l'argent du terrorisme, ce département s'appelle Harpon, de harponner, dirigé par un certain Udi Levy, il leur interdit de toucher aux finances du Hamas. Le Mossad en est assez surpris. Un numéro 2 du Trésor américain, qui lui aussi lutte contre l'argent du terrorisme, d'Al-Qaïda, de Daesh, vient en Israël, va parler à Udi Levy, lui dit dites, qu'est-ce que vous faites avec le Hamas? Nous, on voudrait bien s'occuper de bloquer les fonds du Hamas aux États-Unis et ailleurs. Et ce fonctionnaire américain repart en disant alors, le jour où vous déciderez de vous attaquer à l'argent du Hamas, vous me le direz. Et tout cela sort ces derniers temps. On a effectivement cette politique israélienne de Benjamin Netanyahou d'interdire par exemple les liquidations ciblées des dirigeants militaires du Hamas. En avril 2014,
le numéro 2 du Shin Bet, la sécurité intérieure, va voir le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui dit on a mis la main sur le plan d'offensive du Hamas d'attaquer les localités se trouvant autour de Gaza, les kibbutzim, les petites villes. Voilà, alors il viendrait par des parapentes, par des motos, par des tunnels, et il prévoit de massacrer des habitants. Donc c'est ce qui est finalement arrivé le 7 octobre 2023. Netanyahou décide de ne rien faire, à la surprise des chefs du Shin Bet. Il reconnaîtra publiquement, au cours d'une commission parlementaire en 2019, qu'il avait bien reçu cet avertissement-là de la part du Shin Bet. Ce n'est pas la suite, ce n'est pas tout. Toujours 2014, Benjamin Netanyahou reçoit des informations du Mossad selon lesquelles le Hamas est propriétaire d'une formidable société immobilière cotée en bourse à Istanbul et protégée par le président turc Erdogan. Là aussi, Benjamin Netanyahou décide de ne rien faire. On reste toujours en 2014. Il y a une guerre entre Israël et Gaza. Le Hamas à Gaza, des missiles sur Israël, l'armée israélienne bombarde, finalement les Israéliens procèdent à une invasion. Les bilans sont assez élevés. Benjamin Netanyahou propose à 9 reprises au chef militaire du Hamas de l'époque, Mohamed Deif, un cessez-le-feu. À 9 reprises, Mohamed Deif refuse. J'ai essayé de vérifier pourquoi. Eh bien, on m'a expliqué tout simplement qu'au Hamas, on voyait au fur et à mesure de la diffusion en Europe, aux États-Unis et dans le monde arabe, des images épouvantables des victimes palestiniennes, des enfants blessés et tués dans Gaza par les bombardements israéliens. Le soutien à Israël baissait et le soutien au Hamas montait. À 9 reprises, Mohamed Deif a refusé un cessez-le-feu à Benjamin Netanyahou pour finalement l'accepter.